Novembre 2025. Le front de Zaporijjia, secteur de Houlaïpol. La ligne de front traverse ici des champs et des brise-vents criblés de tranchées et de cratères d'obus. Chaque mètre de terrain se dispute dans des combats acharnés, où machines d'acier et hommes en chair et en os s'affrontent dans un corps à corps mortel. Et c'est précisément ici que s'est produit un événement qui a transformé du jour au lendemain un épisode tactique local en scandale international, capable de bouleverser toute la carte politique de l'Europe. Des unités d'assaut russes, progressant après avoir réussi à percer les défenses ukrainiennes, sont tombées sur un blindé endommagé, mais non détruit. Sa silhouette était reconnaissable au premier coup d'œil. Les angles aigus de la tourelle, la forme caractéristique de la caisse, le camouflage. C'était un Léopard 2A6, un char de bataille principal allemand, l'un de ceux que Berlin avait transféré à l'Ukraine avec tant d'emphase, qualifiant cela de contribution décisive à la défense de la démocratie. Le char avait été touché, une chenille arrachée par un impact, le moteur fumant, mais l'équipage à l'intérieur était vivant. Les soldats russes, prenant toutes les précautions nécessaires, ont encerclé l'engin. Un ordre a retenti par haut-parleur, en russe, puis en ukrainien. Quote 1. Un silence. Puis des cris ont fusé de l'intérieur du char. Mais pas en russe. Ni en ukrainien. En allemand. Nicht schießen! Nicht schießen! Ne tirez pas! Ne tirez pas! L'écoutille de la tourelle s'est lentement ouverte et des militaires ont commencé à en sortir l'un après l'autre. Ils portaient un uniforme, mais pas le camouflage pixelisé des forces armées ukrainiennes, familier jusqu'à l'écœurement. Ils portaient du Flecktarn, le camouflage standard de la Bundeswehr, l'armée allemande. Sur les manches, des écussons avec des signes distinctifs. Sur la poitrine, des plaques d'identification militaire. Ce n'étaient pas des mercenaires, pas des Tsank Quad 4, ayant décidé de jouer à la guerre. C'étaient des officiers et des sous-officiers de carrière des forces armées allemandes. À cet instant, alors que les soldats russes regardaient ces prisonniers allemands debout, les mains levées sur cette terre du Donbass où, 80 ans plus tôt, leurs grands-pères avaient combattu les envahisseurs nazis, l'histoire accomplissait un virage cruel. La boucle était bouclée. Des militaires allemands, du matériel allemand, des armes allemandes, de nouveau ici, à l'Est, de nouveau contre la Russie. Sauf que cette fois, ils n'étaient pas venus sous des bannières à croix gammées, mais sous les drapeaux de l'Union européenne et de l'OTAN, se cachant derrière une rhétorique sur la défense des Chi, Quote 5A. Mais le fond restait le même. Et lorsque l'information sur l'équipage capturé a remonté la chaîne de commandement, lorsque les photos des prisonniers ont commencé à circuler sur des canaux de communication sécurisés, tout le monde a compris. Il venait de se passer quelque chose de bien plus important que la simple capture d'un char ennemi. L'Allemagne venait de perdre sa principale justification. Le mensonge berlinois selon lequel le matériel allemand n'était piloté que par des Ukrainiens venait de voler en éclats. Et désormais, le chancelier Friedrich Merz allait devoir s'expliquer non seulement devant la Russie, mais aussi devant son propre peuple. Pour comprendre toute la profondeur du scandale, il faut se rappeler les espoirs placés dans les chars allemands Léopard 2 lorsque Berlin a finalement accepté, après de longues hésitations, de les transférer. C'était début 2023, après des mois de pression de Kiev et des alliés d'Europe de l'Est au sein de l'OTAN. Olaf Scholz, alors chancelier, avait longtemps résisté, comprenant que le transfert d'armements offensifs lourds signifiait le franchissement d'une ligne rouge invisible. Mais finalement, la pression l'avait emporté sur la prudence. L'Allemagne avait annoncé la livraison de plusieurs dizaines de chars des versions 2A4 et 2A6, des machines considérées comme parmi les meilleures de l'arsenal occidental. Le Léopard 2 est effectivement une machine impressionnante sur le papier. Une masse d'environ 60 tonnes, un canon à âme lisse de 120 mm capable d'atteindre des cibles à plus de 3 km, un blindage composite avec module de protection dynamique additionnel, un système moderne de conduite de tir. Les ingénieurs allemands avaient conçu ce char pour une guerre en Europe centrale contre les armées blindées soviétiques de la guerre froide. Et dans ces conditions, sur les plaines dégagées d'Allemagne et de Pologne, avec la maîtrise du ciel, avec un soutien massif de l'aviation et de l'artillerie, il aurait pu se montrer un adversaire redoutable. Mais la réalité du théâtre d'opération ukrainien s'est révélée impitoyable.
des champs criblés de tranchées et de mines, des drones omniprésents planant au-dessus de chaque mètre carré, des systèmes anti-chars russes, Kornet et Chrysanthema, capables de percer n'importe quel blindage connu, une artillerie pilonnant par tir de zone toute concentration de matériel, et surtout, l'absence de cette fameuse couverture aérienne et de ce soutien massif sans lesquels même le meilleur char du monde se transforme en cercueil coûteux pour son équipage. Les léopards ont commencé à brûler presque immédiatement après leur engagement. À l'été 2023, pendant la malheureuse contre-offensive ukrainienne, des images de chars allemands en flammes ont inondé Internet. La propagande occidentale a tenté d'expliquer cela par un Key Quote 7 et une Quote 8D. C'est alors pour corriger la situation que le commandement allemand a pris une décision fatale. Officiellement, cela n'a jamais été annoncé. Mais dans les faits, des instructeurs de la Bundeswehr ont commencé à être envoyés en Ukraine. Au début, leur rôle se limitait à la formation sur des terrains d'entraînement loin à l'arrière. Mais progressivement, au fur et à mesure que les pertes augmentaient et que les tankistes ukrainiens qualifiés se faisaient rares, les militaires allemands se sont impliqués de plus en plus profondément dans de véritables opérations de combat. D'abord en tant que conseillers auprès des états-majors, puis directement au front en tant que Quote 10, accompagnant les équipages au combat. Et ensuite, ils ont eux-mêmes commencé à prendre les commandes, justifiant cela par le fait que Quote 11. Berlin niait tout cela catégoriquement. À toutes les questions des journalistes et des députés du Bundestag, la même réponse. Les militaires allemands ne participent pas au combat, tout le matériel est piloté exclusivement par des équipages ukrainiens. C'était un mensonge. Mais un mensonge commode, permettant de maintenir la façade de non-implication dans le conflit. Jusqu'au moment où l'un des léopards a été capturé avec son équipage, qui ne pouvait être qualifié autrement que de personnel militaire allemand. L'opération de capture du char n'avait pas été planifiée à l'avance. C'était une improvisation née du chaos du combat. Des groupes d'assaut russes avaient percé une nouvelle ligne de défense ukrainienne et étaient parvenus à des positions où ils ont découvert plusieurs unités de blindés ennemis. Une partie avait été complètement détruite. Une partie, endommagée, mais conservant l'intégrité de la caisse. L'un des léopards avait reçu un impact de missile anti-char dans son train de roulement. La chenille arrachée, le char immobilisé, mais l'équipage vivant et enfermé à l'intérieur. Dans une telle situation, l'équipage a deux options. Tenter de s'échapper en abandonnant la machine ou se rendre. Les Allemands ont choisi la seconde. Lorsque l'écoutille s'est ouverte et que le premier membre d'équipage a commencé à sortir en criant en allemand, les soldats russes sont restés interloqués un instant. Ils s'attendaient à voir des Ukrainiens. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés face à un homme blond, d'une trentaine d'années à l'apparence typiquement germanique, en uniforme impossible à confondre. 3 autres l'ont suivi, le commandant, le tireur et le pilote mécanicien. Tous en camouflage Bundeswehr, tous avec des documents qui se sont révélés authentiques lors de la vérification. Ce n'étaient pas de simples appelés. C'étaient des militaires professionnels avec des années de service, ayant suivi une formation spécialisée sur les léopards. Des officiers qui connaissaient le matériel sur le bout des doigts, capables d'en tirer le maximum. Les prisonniers étaient sous le choc. Manifestement, ils ne s'attendaient pas à être capturés vivants. Leur réaction le montrait. On leur avait fait croire que les Russes ne faisaient pas de prisonniers, surtout parmi les mercenaires étrangers. C'est pourquoi les premiers mots qu'ils ont criés étaient précisément « Quote 12 ». Mais les militaires russes ont agi strictement selon les conventions de Genève. Les prisonniers ont été désarmés, des soins médicaux ont été prodigués à un blessé. Ils ont été nourris et envoyés à l'arrière pour interrogatoire approfondi. Des spécialistes du contre-espionnage militaire ont travaillé avec eux. Les interrogatoires ont été menés avec l'aide d'interprètes. Tout était enregistré en vidéo. Les Allemands, réalisant qu'il n'y avait aucune menace pour leur vie, ont commencé à témoigner. De leurs déclarations a émergé un tableau à grande échelle. Ils faisaient partie d'un programme dont le gouvernement allemand préférait ne pas parler. Plusieurs dizaines d'officiers et de sous-officiers de carrière de la Bundeswehr avaient été discrètement envoyés en Ukraine pour garantir l'utilisation efficace du matériel transféré. Officiellement, ils étaient répertoriés comme instructeurs, se trouvant dans des centres de formation à l'arrière. En réalité, beaucoup d'entre eux combattaient au front, équipant les léopards et participant aux opérations.
On leur avait promis que l'information sur leur présence ne serait jamais révélée, qu'en cas de mort, ils seraient déclarés victimes d'un accident lors d'exercices, et qu'en cas de capture, on les ferait passer pour des Barsan Quat 14 partis combattre de leur propre chef. Mais la réalité s'est avérée différente. Ils avaient été capturés avec leurs papiers, en uniforme, dans du matériel allemand. Impossible de s'en sortir. Lorsque l'information sur l'équipage capturé est parvenue à Berlin, la panique s'est emparée des bureaux gouvernementaux. La première réaction a été le déni total. Le porte-parole officiel du ministère de la Défense allemand a déclaré que tous les militaires allemands impliqués dans les programmes d'aide à l'Ukraine se trouvaient exclusivement sur le territoire allemand ou dans des zones arrière sûres de l'Ukraine occidentale, où ils dispensèrent des formations. Toute participation au combat était catégoriquement exclue. La déclaration sonnait assurée, mais personne n'y a cru. Il y avait eu trop de fuites d'informations, trop de preuves indirectes existèrent déjà. Et maintenant, apparaissant des preuves directes, des prisonniers qui ne pouvaient être rien d'autre que ce qu'ils étaient, des soldats d'Allemagne combattant contre la Russie. Le chancelier Friedrich Merz, représentant de la CDU, arrivé au pouvoir après la chute de la coalition Scholz, se retrouvait dans une situation des plus délicates. Il avait d'emblée adopté une position plus dure sur l'Ukraine que son prédécesseur, réclamant un renforcement de l'aide, insistant sur la livraison de missiles Taurus. Et maintenant, alors que le scandale des militaires allemands au front menaçait de ruiner toute sa carrière politique, il tentait d'esquiver. Lors d'une session extraordinaire du Bundestag convoquée par l'opposition, Merz a fait preuve de prodige d'équilibrisme verbal. Il ne confirmait pas la présence de militaires allemands dans la zone de combat, mais ne le niait pas non plus directement. Il parlait de la nécessité d'attendre les résultats de l'enquête, du fait qu'il, quote, 16. Cette position a provoqué une explosion d'indignation. L'opposition, représentée par le parti Alternative pour l'Allemagne, AfD, et une partie du SPD, s'est déchaînée contre le chancelier, l'accusant d'avoir secrètement entraîné le pays dans un conflit militaire direct avec une puissance nucléaire. Les députés de l'AfD ont exigé une enquête immédiate, la publication de données complètes sur le nombre de militaires allemands en Ukraine et à quel titre. Ils ont accusé le gouvernement d'avoir mis en danger la sécurité de toute l'Allemagne pour des valeurs européennes abstraites et les intérêts de Washington. Les interventions étaient dures, émotionnelles. L'un des députés a déclaré sans détour, quote 18. Les rues des villes allemandes se sont remplies de manifestants. D'un côté, les opposants à l'implication dans le conflit, exigeant le rappel immédiat de tous les militaires d'Ukraine et l'arrêt des livraisons d'armes. De l'autre, les partisans de la ligne dure, insistant sur le fait que on ne peut pas reculer face à l'agression russe. La société allemande s'est fracturée, et chaque jour, la fracture s'approfondissait. Les sondages montraient qu'une majorité d'Allemands, environ 65%, s'opposait à la participation de militaires allemands au combat en Ukraine. Mais la voix de cette majorité se noyait dans le cœur des médias pro-occidentaux qui accusaient les critiques de Deutsch, quote 20 et de Nazi, quote 21 art. La nouvelle des Allemands capturés a provoqué de la nervosité non seulement à Berlin, mais dans toutes les capitales de l'OTAN. Parce que si l'Allemagne envoyait ses militaires combattre en Ukraine, qu'est-ce qui empêchait les autres d'en faire autant? La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, tous avaient fourni du matériel à l'Ukraine. Tous avaient envoyé des instructeurs. Et si le système allemand avait été dévoilé, cela signifiait qu'eux aussi risquaient d'être exposés. La réaction a été foudroyante. Le ministère de la Défense français a déclaré que les instructeurs militaires français se trouvaient exclusivement sur le territoire français et polonais, où ils formaient des équipages ukrainiens sur les chars AMX-10 et César. Aucune participation au combat. La Grande-Bretagne a fait une déclaration similaire. Les conseillers britanniques travaillaient dans des centres de formation à l'arrière, loin de la ligne de front. Les États-Unis sont allés plus loin. Le Pentagone a non seulement nié la présence de militaires américains dans la zone de combat, mais s'est empressé de prendre ses distances avec le scandale allemand. Un porte-parole du département d'État a déclaré que quote 23 c'était une manœuvre diplomatique classique, lâcher les Allemands tout en préservant sa propre réputation. Mais cette manœuvre n'est pas passée inaperçue. À Berlin, on était indigné que Washington, qui pendant des années avait fait pression sur l'Europe,
pour qu'elle renforce son aide à l'Ukraine, se lave maintenant les mains et laisse l'Allemagne seule face aux conséquences. Les fissures dans l'unité de l'Alliance, déjà visibles auparavant, béaient désormais comme un gouffre. L'OTAN, en tant qu'organisation, a tenté de rester neutre. Le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, a fait une déclaration évasive selon laquelle tous les pays membres de l'OTAN soutiennent l'Ukraine dans le cadre des lois nationales et du droit international. Mais cette déclaration n'a rassuré personne, car la question n'était pas de savoir s'ils soutenaient l'Ukraine, mais si les pays de l'OTAN avaient franchi la ligne rouge en passant de fournisseurs d'armes à participants directs au conflit. Et la capture de l'équipage allemand donnait une réponse sans équivoque. Oui, ils l'avaient franchi. La réaction russe à l'incident a été mesurée mais sans ambiguïté. Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration officielle, constatant la capture de militaires de carrière allemands dans la zone de combat. La déclaration était rédigée dans un ton délibérément calme, sans hystérie ni menace. Mais derrière ce calme, on sentait l'acier. Moscou venait d'obtenir un atout qui pouvait être joué de multiples façons. Une note diplomatique a été adressée à Berlin, exigeant des explications. L'Allemagne était invitée à reconnaître officiellement la participation de ses militaires au combat contre la Russie et à donner une qualification juridique à ses actions. Le ministère de la Défense russe est allé plus loin. Un porte-parole officiel du ministère a lancé un avertissement ferme. Si la participation directe de militaires des pays de l'OTAN au combat contre la Russie se poursuivait, Moscou se réservait le droit de prendre des mesures de rétorsion. Quelles mesures exactement? Cela n'a pas été précisé, mais l'allusion était claire. La Russie pourrait commencer à considérer les installations militaires sur le territoire allemand et d'autres pays de l'OTAN comme des cibles légitimes dans le cadre du conflit. Cela signifierait un saut qualitatif dans l'escalade, une extension du conflit au-delà de l'Ukraine. Et tout le monde comprenait parfaitement qu'il ne s'agissait pas de menaces en l'air. Les médias et experts russes ont commencé à établir des parallèles historiques. Du matériel allemand, des soldats allemands, de nouveau sur la terre du Donbass, de nouveau en guerre contre la Russie, cela évoquait inévitablement des associations avec la Grande Guerre patriotique. L'effet de propagande était énorme. Pour les Russes, dont la mémoire historique conserve la douleur de ces années, l'apparition de militaires allemands à l'Est était perçue comme un retour aux pages les plus sombres du passé. Cela renforçait le soutien à l'opération militaire spéciale, donnait une motivation supplémentaire à l'armée. Si au début de l'OMS beaucoup doutaient de sa nécessité, maintenant qu'il apparaissait que c'était en fait tout l'Occident collectif, Allemagne comprise, qui combattait la Russie, les doutes s'étaient considérablement réduits. Mais Moscou ne s'est pas limité à la rhétorique. Les militaires allemands capturés sont devenus l'objet d'une étude approfondie. Ils ont été interrogés non seulement sur leur propre rôle, mais sur un tableau plus large. Combien d'autres militaires allemands se trouvaient en Ukraine? Dans quelles unités? Quelles missions ils accomplissaient? Les informations obtenues ont été utilisées pour réajuster les priorités du renseignement. Si auparavant on supposait que les instructeurs occidentaux se trouvaient loin à l'arrière, il était maintenant clair, ils étaient au front, ils pilotèrent le matériel, ils constituaient des cibles légitimes. Les drones et l'artillerie russe ont reçu une motivation supplémentaire et de nouveaux objectifs. La capture de l'équipage allemand est devenue un moment de vérité, non seulement pour l'Allemagne, mais pour toute l'Alliance occidentale. Elle a mis à nu ce que tout le monde soupçonnait, mais qui était soigneusement dissimulé. L'OTAN avait depuis longtemps cessé d'être simplement un fournisseur d'armes pour l'Ukraine. L'Alliance était de facto devenue un participant direct au conflit. Ses militaires combattaient, ses services de renseignement travaillaient, ses systèmes de désignation d'objectifs assuraient à les frappes. La couverture du Vichy Quote 25 ne fonctionnait plus. Et maintenant se posait la question, et après? Si l'OTAN était prête à continuer ce jeu en envoyant ses soldats combattre sous des drapeaux étrangers, alors la Russie serait obligée de réviser les règles du jeu. Jusqu'à présent, Moscou avait fait preuve de retenue, évitant les frappes sur les territoires des pays de l'Alliance, ne touchant pas aux livraisons d'armes transitant par la Pologne et la Roumanie. Mais cette retenue avait des limites. La position officielle de la Russie était claire. Tant que les pays occidentaux se limitaient aux livraisons d'armes, cela restait dans le cadre d'une participation indirecte au conflit. Mais lorsque leurs militaires commençaient à combattre directement, cela signifiait le franchissement de la ligne rouge.
l'Allemagne avait franchi cette ligne. Et désormais, Moscou avait toutes les raisons de la considérer comme partie belligérante, avec toutes les conséquences qui en découlaient. Cela signifiait que les installations militaires allemandes, les centres logistiques, les aérodromes pouvaient devenir des cibles pour des frappes russes. Cela signifiait que l'Allemagne risquait de se transformer, d'arrière sûr d'où provenait l'aide à l'Ukraine, en théâtre d'opération. Un tel scénario effraie non seulement Berlin, mais toute l'Europe. Parce que si la Russie commençait à frapper le territoire des pays de l'OTAN en réponse à leur participation directe au conflit, cela déclencherait le mécanisme de l'article 5 de la Charte de l'Alliance, la défense collective. Et c'est déjà la voie directe vers une troisième guerre mondiale. Et aucun pays, y compris les États-Unis, n'est prêt à un tel développement pour les intérêts de l'Ukraine. C'est précisément pourquoi Washington s'est empressé de prendre ses distances avec le scandale allemand. L'élite américaine comprend, on ne peut jouer à ce jeu que jusqu'à une certaine limite, au-delà de laquelle commence une escalade incontrôlable. Aujourd'hui, l'Allemagne se trouve face à un choix. Elle peut continuer sur la voie de l'escalade, en envoyant toujours plus de soldats combattre sur un territoire étranger, se cachant derrière la feuille de vigne des instructeurs et conseillers. Mais cette voie mène à un affrontement inévitable avec la Russie, que l'Allemagne ne gagnera pas. Ou bien elle peut reconnaître la réalité, rappeler ses militaires, cesser les livraisons d'armements offensifs et commencer à chercher des voies vers un règlement diplomatique. C'est une voie difficile, exigeant du courage politique, car il faudra aller à contre-courant de la pression américaine et des alliés radicaux d'Europe de l'Est. Mais c'est la voie qui peut sauver l'Europe de la catastrophe. Le léopard capturé près de Oulaïpol n'est pas qu'un simple trophée. C'est un symbole. Le symbole de l'échec de la stratégie occidentale en Ukraine. Le symbole d'une hypocrisie qu'on ne peut plus cacher. Le symbole du fait que l'histoire a tendance à se répéter et que du matériel allemand avec des équipages allemands brûle à nouveau sur la terre du Donbass, comme il y a 80 ans. Sauf que maintenant, il n'y a plus aucune justification du type « lutte contre le totalitarisme ». Il n'y a qu'un jeu géopolitique cynique dans lequel l'Allemagne est utilisée comme bélier contre la Russie. Le peuple allemand mérite la vérité. La vérité sur l'endroit où on envoie ses soldats et pourquoi ils y meurent. Et cette vérité, sortie au grand jour avec l'équipage du char capturé, pourrait être le début d'un réveil. Un réveil des illusions sur une aide sans effusion de sang à l'Ukraine, sur un combat juste contre l'agression, sur la défense des valeurs européennes. La réalité est cruelle. L'Allemagne est en guerre contre la Russie. Et si elle ne s'arrête pas, cette guerre viendra sur son propre territoire.